intervenants, hein. Et puis, on va aller rencontrer en début février les réseaux littératie pour voir si on peut avoir une action commune. Euh, et puis, on va voir à partir de là si on avance avec eux ou si on avance par nous-mêmes. Et puis, moi, je souhaite faire des interventions là, en février, début mars, auprès du ministère pour faire avancer ce dossier-là. Fait que je suis consciente aussi que déjà, vous êtes étirés, vos capacités sont au max. Donc, ici, ce qu'on vous amène, oui, on veut vous soutenir, donc vous aider dans répondre à des besoins de recherche de financement au niveau gouvernemental. Puis on veut aussi vous permettre d'explorer peut-être d'autres façons de voir le financement, une autre posture à avoir. Fait que, en gros, c'est un peu ça vers lequel c'est ces principes-là qui ont guidé un petit peu notre approche. Puis, je vais laisser Luc se présenter parce que vous connaissez déjà la majorité d'entre vous. Luc a été souvent à nos communautés de partage, nos forums annuels. C'est un spécialiste de la rédaction de demandes de financement. Et puis, il va vous présenter l'approche d'appui puis d'accompagnement parce qu'ici, ce n'est pas pour remplir des demandes de financement pour vous, mais c'est pour vous appuyer dans ce travail et pour vous aider à développer des compétences. Parce qu'aussi, il y a le référentiel de compétences qu'on développe, comme vous savez, pour les intervenants. Puis ça, les compétences au niveau de la rédaction de financement, on veut pouvoir les intégrer. Les compétences que Luc se propose de développer avec vous, on veut pouvoir les intégrer au référentiel. Puis encore là, on sait que certains d'entre vous ont déjà peut-être ces compétences-là. Alors, mais on regarde le réseau en entier. Il y en a qui ont des forces dans certains domaines et moins dans d'autres. Donc, on est ici pour pallier à l'ensemble du réseau, là, soutenir dans l'ensemble du réseau. Alors voilà. Fait que j'en ai assez dit. Luc, à toi la parole. Merci beaucoup, Gabriel. Moi, mon nom, c'est Luc Comeau. Je suis originaire de Sturgeon Falls, en Ontario, à Ottawa depuis trop longtemps, à peu près 30 ans. Mais je retourne voir mon père qui a 94. Si mon nom est familier, Ida Comeau, ma maman, a été militante en alpha dans le Nipissing pas mal toute sa vie, mais surtout les 40 dernières années de sa vie avant qu'elle décède il y a 5 ans à l'âge de 87 ans. Elle est encore formatrice bénévole à 86 ans. Elle m'a inspiré ma passion d'appuyer les organismes dans leur mission communautaire. Donc, je le dis toujours, chaque fois que je travaille dans la COFA où j'appuie des membres, je suis là avec vous et je comprends l'importance du travail que vous faites et j'adhère aux missions que vous avez. En fait, je préparais la rencontre d'aujourd'hui, puis l'an dernier, à presque un an, le 18 janvier dernier, je vous avais présenté dans la communauté de partage quelques perceptions de tendances de ce qui se passe dans le monde du financement gouvernemental, au-delà des ententes que vous avez déjà avec le ministère ontarien. Qu'est-ce qui est en train de se passer là, de ce côté-là? Et puis au forum, j'ai eu la chance de partager des outils, des pistes de financement avec une bonne vingtaine de personnes. Ça s'est très bien passé dans le sens où, à un moment donné, c'était les gens dans la salle qui formaient les autres personnes dans la salle. Et ça correspond à mon approche de formation, puis d'encadrement et d'accompagnement. Et là, depuis une discussion au Congrès de la FO en octobre, moi et Gabriel, on a mûri cette idée ici qui est devenue un projet pilote. Moi, je travaille en financement gouvernemental à temps plein. Ma première demande était en 88 quand j'étais étudiant, mais j'ai écrit des demandes pas mal toute ma vie. Et depuis 2016, j'y travaille à temps plein comme spécialiste dans la préparation de demandes, dans l'offre de formation et aussi de plus en plus dernièrement, entre autres dans le grand dossier de l'immigration avec IRCC, de l'accompagnement de groupes qui font eux-mêmes les demandes, mais moi j'interviens pour les épauler, les appuyer, les guider, donner des balises, faire des suggestions. Et de plus en plus, ce rôle-là d'accompagnement me paraît pertinent parce qu'il permet à l'organisme de garder sa capacité euh, à l'interne. Donc, mon rôle à moi, comme je disais, je fais ça dans le quotidien. Beaucoup de gens détestent écrire des subventions. Moi, j'aime ça.
c'est mon grand atout. Je travaille également parce que j'étais dans le 400e à la FO pendant 2 ans et demi comme coordonnateur des activités de la 400e anniversaire de la présence française en Ontario jusqu'à Red Lake. Et depuis ce temps-là, j'ai un contrat de 2 jours semaine avec l'AFO et je prépare leur demande de subvention. Je collabore également à leur infolette d'occasion de financement qui est disponible. Mais dans ce contexte-ci, mon rôle, c'est d'être fournisseur du COFA à votre service dans un rôle d'accompagnement. On s'est donné un projet pilote jusqu'à la fin juin et ensuite, on pourrait mesurer si on a de l'impact sur votre travail. Donc, j'ai quelques objectifs que je vous propose pour la journée d'aujourd'hui pour la communauté de partage. Je vous expliquerai un peu la stratégie qu'on a développée ensemble avec la COFA, mais aussi avec l'aide de Donald Lurette, qui est andragogue, comme vous le savez, la démarche qu'on propose dans les prochains mois. Euh, Tenir une discussion sur vos besoins en termes de financement gouvernemental et en termes de relations avec les bailleurs de fonds, donc 2 compétences très importantes, et enligner, orienter des suivis par la suite à ces échanges-ci dans la communauté de partage. Donc, si vous êtes confortable avec cela, je vais m'y lancer. N'hésitez jamais à m'interrompre en pleine animation. Je suis très capable de stopper ce qu'on fait, focuser sur votre question et reprendre le fil. Au besoin, on peut trouver un site, partager une ressource. Je suis vraiment très intéressé à vous épauler puis vous donner des trucs, des outils, des gabarits, des éléments d'analyse aussi, des pistes de financement de manière à vous équiper pour... Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à grandir l'actualisation de la mission. Pour moi, des ressources en financement gouvernemental, c'est une partie de la stratégie d'un organisme. On renforce nos capacités à l'interne pour bâtir des relations de travail avec les bailleurs de fonds, pour préparer des demandes de financement. Mais pourquoi tout ce travail? C'est d'aller chercher des nouvelles ressources au-delà de ce que le ministère nous donne pour ce qu'on fait principalement. Ces sommes-là ne sont pas suffisantes pour déployer toute la mission de l'organisme. Donc, il y a une autre optique, celle des subventions de projet qu'on peut considérer selon les besoins de l'organisme, selon la vision du conseil d'administration, selon les besoins de la communauté surtout, et bâtir des projets qui vont continuer à renforcer cette livraison de mission-là qui est si importante pour les 48 de gens qui ont encore des défis. C'est une grosse partie de la francophonie canadienne auquel on est tout attaché. Ces gens-là ont besoin de notre intervention. Donc, le plus de ressources qu'on peut mettre en place, d'après moi, c'est un travail important à considérer. Et puis, dans cette stratégie-là du projet pilote d'accompagnement, on souhaite être en mesure de vous permettre de renforcer vos capacités. Ce n'est pas Luc va tout faire pour vous, c'est Luc va vous aider à bâtir vos outils, vos habiletés et votre confiance. Et je vais intervenir pour vous rassurer et vous guider un peu. C'est vraiment un petit peu la stratégie qu'on a développée ensemble. Donc, c'est vraiment axé selon vos besoins de renforcement de capacité. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade avant que je parle de la démarche? N'hésitez pas à lever la main, mettre un commentaire dans le... Moi, ça dit discuter. Pour d'autres, ça va dire chat ou comment. Euh, je viens perdu en Teams et Zoom et tout ça, là, mais je pense qu'on est dans Zoom, en tout cas. Donc, allons-y avec la démarche. Dans le projet pilote, on a prévu des ressources pour que je puisse bâtir un outil avec l'équipe de com de la COFA pour vous donner de l'information pertinente sur les opportunités de financement, mais triées en fonction de l'AFB. Je vous explique le contexte. Depuis plusieurs années, l'AFO, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, fait une sélection de l'ensemble des programmes du gouvernement canadien, surtout un peu du gouvernement ontarien, un petit peu de la Fondation Trillium, parfois d'autres bailleurs de fonds comme la Fondation du droit de l'Ontario, par exemple. Et on trie toutes ces options-là lorsqu'ils relancent des concours où on peut considérer aller chercher des sous. Ça va dans l'infolette Occasion financement de l'AFO, qui est publiée chaque 2 jeudis. Tantôt, je vais mettre le lien dans le chat si vous voulez vous abonner à cette infolette-là. Ça vous donne chaque 2 jeudis après-midi. Il y en a une qui sort demain. Dans celle de demain, il y a 11 pistes de financement que vous pouvez explorer pour votre organisme, mais ils sont généraux et triés en fonction de l'Ontario français.
Dans ce projet pilote-ci, ce qu'on va faire prochainement, c'est suite à la parution de cela, on va travailler, moi et la COFA, pour en sélectionner peut-être une ou deux qui est peut-être plus pertinente, puis vous donner des pistes ou vous formuler quelques réflexions, faire des suggestions. Tu sais, s'il y a un programme d'études sur la cybersécurité et ça ne vous touche pas, c'est facile de dire, OK, on n'a pas besoin de le considérer. Mais quand c'est, peut-être ça nous touche, ça touche des aînés, on devrait peut-être le considérer. Moi, je fais déjà l'analyse des 40 pages de lignes directrices pour l'ensemble de mes clients. Donc, je peux déjà y jeter un coup d'œil puis voir, peut-être l'AFB aurait un intérêt à considérer ceci ou non. Donc, aider à trier en fonction de votre réalité puis vos missions. Par la suite, au-delà de cette démarche d'information-là, on veut vous accompagner autant en groupe que des démarches d'accompagnement personnalisées. Il y aura, je l'explique tantôt, un processus pour avoir accès à ces heures-là d'expertise que je vais fournir. Mais la COFA a une approche à vous proposer. On s'est déjà entendu que je reviens comme formateur au forum du mois de mai à Ottawa et on va bâtir là aussi, en fonction du cheminement du projet pilote et de vos besoins, un espace d'échange en présentiel le plus pertinent possible pour continuer à vous épauler dans vos efforts de financement gouvernemental. Donc, si cela vous intéresse à date, votre participation est déjà très encourageante pour moi comme fournisseur externe de la COFA qui souhaite appuyer le réseau. Euh, il va y avoir une démarche relativement claire où vous pouvez signaler votre intérêt, expliquer comme gestionnaire en quoi ça peut vous aider. Et là, la COFA va sélectionner des entités dans ses membres et là, il y aura des sessions de travail spécifiques à l'organisme. Donc, en plus de peut-être d'autres communautés de partage ou des sessions de groupe, je crois beaucoup, moi, dans des sessions individuelles, des fois des 30 minutes, des fois des 1 heure. Ça peut être très court, mais je me concentre uniquement sur votre organisme, votre mission en fonction de quelques possibilités de financement. Donc, ça devient une démarche personnalisée où je co-analyse et je co-bâtis avec vous la décision de bâtir une demande, soumettre ou non. Donc, c'est un exemple de démarche d'accompagnement qu'on va pouvoir faire. Évidemment, vous devez démontrer de l'intérêt, être retenu, mais c'est vraiment l'idée. S'il y a des groupes, des membres dans le réseau qui se débrouillent très bien, qui n'ont pas besoin de mon expertise, aucun problème. J'ai également un service de réponse courriel gratuite pour des questions techniques. Euh, donc, on peut appuyer tous les membres, mais il y aura de l'appui spécialisé pour des membres qui en feront la demande. Quand on parle de cette... Allez-y, oui. Il y a Sylvie Leclerc qui a une question. Excuse-moi, Luc. Oui, allez-y. Excuse-moi, Luc, de te couper là. Il y a Sylvie qui a une question là. Oui, merci. Euh, j'avais comme peut-être deux questions. De un, Luc, quand tu mentionnes, est-ce que la COFA, comme si je vois moi, il y a un financement, là, je fais signe à la COFA que j'aurais un intérêt. Est-ce que la COFA va aussi sélectionner parce que je veux pas non plus que tout le monde dans le même secteur, on fasse la même demande puis qu'on se batte pour le même financement. Fait que je sais pas s'il y a une réflexion par rapport à ça. Ça me pousse à aller comme qu'est-ce que le César fait présentement, Luc, c'est avec les demandes de ADP 2024. C'est le César va dire, OK, oui, il y a tel projet, oui, on cible tel projet et tel organisme qui peut faire la demande. Est-ce que c'est le même processus de réflexion? Je vais répondre à la première question avant que tu poses ta deuxième. Essentiellement, ce qu'on a bâti, moi et Gabriel, avec l'aide de d'autres à la COFA, c'est une première démarche où on ferait du travail en groupe, mais du travail vraiment personnalisé. La question que tu soulèves en termes de coordonner l'approche pourrait facilement être adressée. euh, euh, Peut-être par un mécanisme de consultation rapide en termes de
voici l'occasion, qui est intéressé. Si jamais il y a plus qu'un groupe qui fait une demande à un projet provincial ou national, comme exemple Nouveaux Horizons pour les aînés, il y aurait peut-être moyen de coordonner les approches ou que les gens décident en connaissance de cause. Donc, on pourrait c'est du nouveau. Évidemment, ça vient de ce nouveau mandat-là d'accompagnement que je fais là, dans l'immigration. Donc, c'est une excellente suggestion, d'après moi, Sylvie, à considérer par Daniel et son équipe. Je t'écoute pour la deuxième question. Avant que tu poses ta deuxième question, est-ce que vous m'entendez? C'est Gabrielle? Oui, OK. Je veux juste dire aussi que le processus de sélection est à définir. Alors donc, déjà, il y a des éléments que Luc a amenés. Tes questions sont excellentes, Sylvie. Puis il y a aussi peut-être des possibilités d'identifier, bon, si vous êtes plusieurs à faire demande pour la même, le même financement, des fois, il y a peut-être moyen aussi de faire en sorte que vous soyez à faire une demande à plusieurs pour le même financement. Fait que ça nous permettrait de coordonner les efforts et puis de faire en sorte de créer des partenariats entre vous aussi. Ça, c'est d'autres possibilités. Mhm. OK, parfait. Non, c'était ça mes deux en une question, oui. Puis j'aime beaucoup ton commentaire, Gabriel. Tu sais, si on est plusieurs centres qui ont un intérêt, mais peut-être de voir plus loin, puis de voir, mais comment qu'on peut travailler ensemble. Tu sais, moi, je peux peut-être faire un certain mandat, un autre site, un autre mandat, puis comment qu'on peut mettre nos expertises et nos compétences ensemble. Moi, j'aime beaucoup cette avenue-là. Je vais aller un petit peu plus loin pour bâtir sur l'idée de Sylvie. Lorsqu'on identifie des besoins dans une communauté, souvent, on peut partager des meilleures pratiques ailleurs une fois que c'est fait. Donc, il y a peut-être des descriptions de projets, il y a peut-être des projets déjà réalisés qu'un centre a fait et qui, d'après eux, ça serait bénéfique. On fait un cours descriptif et tous les autres centres qui participent peuvent regarder les programmes en fonction de peut-être des choses un peu déjà ficelées que vous pourriez adapter pour votre réalité locale. Là, on crée moi j'appelle ça des actifs. Lorsqu'on définit un projet, même si on écrit une demande et on est refusé, on a défini quelque chose qu'on aimerait faire. On peut aussi peut-être le proposer ailleurs dans un autre programme de gouvernement ou le partager à un collègue dans une région où le besoin se fait sentir. Donc, évidemment, ça cadre parfaitement avec la logique d'une démarche de renforcement de compétences pour l'ensemble du réseau là, auquel Donald et Gabriel ont travaillé. Donc, partager ces actifs-là, euh, c'est une excellente idée. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je continue l'explication de la démarche? Je vous donne 5, 4, 3 et j'arrête. Je recule de deux diapos pour reprendre le fil. Donc, on parle d'information, on parle d'accompagnement personnalisé, on parle de formation au forum. On n'a pas tout défini encore. On veut vraiment sonder vos besoins tantôt, puis il y aura un sondage par la suite. L'autre élément, c'est le processus de sélection. Quand vous allez accéder à du appui accompagnement personnalisé, voici l'essentiel de la démarche, un peu la méthodologie que j'applique moi depuis plusieurs mois alors que je développe ce type de service-ci. J'appelle pas ça du coaching. Pour moi, de l'accompagnement, de l'appui, c'est beaucoup plus euh, pertinent comme descriptif. Je ne suis pas un coach, j'ai aucune formation en coaching, je ne suis même pas un coach dans le domaine des sports, je suis un joueur de hockey dans des ligues de garage. Mais essentiellement, lorsqu'on va faire notre première rencontre sur un dossier avec un organisme, il y a essentiellement, il faut que je comprenne bien votre situation actuelle et où vous voulez aller. Il y a des groupes qui veulent développer leur portée. Il y a des groupes comme à Greenstone, où il y a un paquet de nouvelles personnes qui s'en viennent, puis on doit tenir compte de cela. Il y a des situations actuelles spécifiques pour chaque région. Puis je ne les connais pas toutes. Donc, il faut que je comprenne un peu où vous êtes et où vous voulez aller. Ensuite, on va faire des efforts ensemble, regarder certains programmes, certains des projets que vous souhaitez faire, puis essayer de l'analyser ensemble, puis déterminer si ça vaut l'effort de bâtir le dossier, puis aller chercher 25 000 ou 50 000, par exemple.
Puis si vous décidez de l'écrire, je deviens disponible de manière prioritaire pour des questions courriels, mais aussi on vous laisse travailler un peu. On fait une autre session mi-parcours où on discute des enjeux, des obstacles, des défis dans la préparation de votre demande. Vous continuez à travailler les choses, vous m'envoyez des courriels. Et ensuite, je fais une relecture de la demande pour vous donner de la rétroaction avant de soumettre. Et ça, je la fais en fonction de ce que vous avez écrit, mais aussi en fonction de comment le ministère, avec sa grille d'évaluation, que moi, d'habitude, je maîtrise, va s'y prendre pour déterminer si, pour telle question, on vous donne un 5 sur 10 ou un 9 sur 10. Fait que je vais essayer de vous faire des suggestions, pas de correction de français, parce que c'est pas mon domaine. Je ne suis pas un correcteur professionnel, mais je peux vous indiquer, si vous renforcissez telle question en parlant plus de ce que vos bénévoles font, ça va, pour ce ministère-là, ça vaut beaucoup. Donc, rajouter quelques phrases avec les mots-clés suivants, puis ça renforce votre dossier. Donc, c'est un petit peu sur un cycle de un projet, une demande, la démarche appui-accompagnement qu'on peut faire. On parle de 2 réunions, des échanges, puis un effort de ma part pour renforcer votre dossier ou renforcer. Vous voyez, je suis bon en français, là, mais je viens de Sturgeon quand même. Allons à l'étape. Je fais sourire Gabriel. Par chez nous, c'est une shed, c'est pas une remise. Mon père vous le dirait. Euh, au niveau de vos besoins, ça, je vais proposer à Gabriel qu'on co-anime cette section ici. On va ouvrir le plancher pour vous entendre. On va essayer de prendre des notes, tous les gens de la COFA et moi-même, en vous écoutant, pour bien comprendre en fonction d'aller chercher des subventions, des contributions qui sont des contrats de subvention plus élaborés, mais grosso modo des argents de plus. Même la somme supplémentaire du ministère ontarien, si vous n'y avez jamais fait demande, c'est un projet à considérer. C'est un exemple qui est peut-être proche de ce que vous faites déjà. Donc, dans tout ce domaine-là, quand on parle de relations de confiance avec les bailleurs de fonds, préparation de demande de financement gouvernemental. Il y a peut-être du partenariat aussi, des décisions d'affaires autour de est-ce que je soumets, est-ce que j'engage mon organisme à mettre 3, 5, 8 jours de travail pour aller tenter d'aller chercher 50 000 $. Ça, c'est une décision d'affaires quand même que vous faites, tout comme est-ce que je déménage mon organisme parce que je manque de place. Donc, on veut vraiment comprendre comment vous percevez le financement, quels sont vos besoins, là où on peut intervenir. Est-ce que la démarche d'information, d'accompagnement, de présentiel au forum, de coordination dont Sylvie parle, est-ce que c'est pertinent pour vous? Donc, je m'arrête là. On vous écoute. Chantal. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci à la COFA, puis merci Luc. Ça fait déjà quelques webinaires que j'ai suivis avec toi et on a déjà fait des demandes de subvention. On a eu du succès avec seulement qu'une demande de subvention. L'année dernière, ça a été un fiasco parce qu'on a fait plusieurs et ça semblait ne pas fonctionner. Ou peut-être que tout le monde était dans ce mode-là. Mais ma question, c'est, ce qui est revenu, c'est que on a fait des demandes de subvention où c'était comme, OK, tu avais peut-être comme 3 volets où tu pouvais faire une demande, des projets différents. Mais c'est pas facile. Puis ma question, elle n'est pas juste, je le concerne, mais de dire après ça, quand tu as une petite phrase de peut-être 10 ou 15 mots, je ne me souviens plus, à décrire ton projet dans cette très courte phrase-là et te faire revenir par la suite pour te dire, ben, vous avez pas décrit votre projet, mais le projet était... Fait que c'est comme si tu t'es bâillonné un peu, tu as les 2 mains attachées. Je veux dire, on pourrait aller de l'avant, de l'avant, de l'avant. J'ai quelqu'un qui travaille avec moi, la formatrice a fait des révisions de demandes de subvention, donc elle est assez ferrée. J'ai quelqu'un qui est notre présidente de conseil d'administration qui faisait la relecture, qui a déjà été là-dedans aussi, beaucoup de succès. Puis finalement, pour en arriver là, écoute, ça a été tellement décevant que moi, cette année, j'ai dit, ben, je mets une croix là-dessus. Ça a été trop énergivore parce que petit organisme comme on est comme 1,5, puis on n'y arrive plus, dans le fond, là, à mettre toutes ces énergies-là. Alors, comment peux-tu, finalement, si je reviens à ma question,
essayer d'avoir le néon qui flash, là, puis qui dit, ben voici notre projet dans 2, 3 mots, dans le fond. C'est une excellente question, Chantal. Dans un premier temps, il y a je vais répondre à quelques niveaux. Premièrement, le taux de succès en subvention gouvernementale, il faut être direct là-dessus. Pour les organismes en général, c'est 1 sur 5 ou 1 sur 4. Donc, il faut écrire 4-5 dossiers pour aller chercher une subvention. Et dans le secteur bénévole au Canada, pour les 170 000 organismes bénévoles communautaires, le fédéral exige 2 choses. Un, on doit nous-mêmes bâtir le projet et connaître les besoins de notre communauté. Et on doit nous-mêmes consacrer les ressources, que ce soit un bénévole, un employé, un pigiste, une personne dans la communauté qui l'écrit à contrat, pour bâtir le dossier pour aller chercher la subvention. Donc, c'est déjà difficile d'aller connaître un taux de succès plus que ça. Quand on pogne le tour à un moment donné, on sera à 1 sur 3. Dans des cas rares, 1 sur 2, ce que je vous dis, c'est que moi, comme expert qui prépare plusieurs dossiers par année, des dizaines et des dizaines, je n'ai pas un taux de succès au-delà de 50 donc, il faut s'attendre, et c'est comme en début de carrière en 95, je vendais de la publicité de magazine, puis j'étais découragé jusqu'à ce que je comprenne que si j'approchais 20 annonceurs potentiels et je me préparais bien, à un moment donné, je faisais 2-3 ventes, mais les autres 17 m'amenaient vers un dossier. C'est un peu comme ça qu'on doit le concevoir. C'est une optique de développement sur le temps. Donc, c'est le contexte. En revanche, aller chercher 10 000 ou 25 000 ou 50 000 en dons dans la communauté, c'est ça de travail, tandis que 3 à 5 jours à 8 jours pour aller chercher 25 ou 50 000, le coût d'acquisition, l'effort requis pour aller chercher la subvention, même si on fait 3 ou 4 dossiers, c'est moins que vendre de la publicité, aller chercher des dons, ouvrir une entreprise et tenter d'aller générer des profits de 20 000 par année en faisant de la vente de produits. Il faut vendre 100 000 pour aller chercher 20 000 de produits. Qui va vendre les 100 000? La subvention de projet demeure une façon relativement abordable d'aller chercher des montants importants dans les 5 chiffres et plus tard dans les 6 chiffres, 100 000 et plus, quand on a un momentum. Donc, pour moi, ça, c'est le premier constat négatif-positif. Dans un deuxième temps, chaque bailleur de fonds se comporte différemment. À Trillium, par exemple, si on fait une demande et on a 75 mots pour le plan de projet, c'est pas vraiment juste que le bailleur de fonds nous réponde ensuite en disant on ne vous a pas approuvé et on trouve que vous n'avez pas assez élaboré votre plan de projet. Des choses comme ça peut être frustrant, mais il y a des astuces. Dans le formulaire de Trillium, dans les notes budgétaires, l'espace est illimité. Donc, moi, je dis aux gens, mettez les 4-5 idées clés dans votre plan de travail et dans votre budget, en dessous de salaire, en dessous de formation, en dessous d'évaluation, mettez non seulement le descriptif du chiffre de la personne d'une journée, semaine, afin d'accomplir les tâches suivantes. Puis là, vous mettez 3 tâches qui vendent vraiment, c'est la pertinence d'avoir quelqu'un. Donc, c'est des expertises, des astuces des fois qu'on peut utiliser. L'autre élément, Chantal, c'est tous les refus que vous avez, c'est des actifs que vous avez créés. C'est difficile de savoir si le projet passait la rampe, était excellent, puis le ministère a manqué d'argent, ou si le projet, selon eux, n'avait pas un pointage assez fort, ils ne voyaient juste pas le besoin et le dossier serait comme à retravailler. Si c'est le premier cas, vous pouvez prendre la plupart de ce dossier-là, peut-être 75 des contenus, les proposer un nouveau programme et ne pas perdre cet effort-là qui a été mis. C'est un peu le rebâtir, le transformer. Fait que si vous avez eu 5 refus l'an passé, il y a peut-être 1 ou 2 des dossiers qui pourraient être reproposés puis connaître du succès à l'avenir. Mais souvent, on perd courage puis on se dit, comme tu dis, c'est énergivore. Il faut le situer dans son contexte. Ça ne sera pas pour tous les groupes dans le réseau de la COFA d'en écrire 1 ou 3 ou 5. Il y a des groupes en Ontario français qui écrivent 25 demandes par année. Ça, c'est une par 2 semaines. C'est beaucoup de travail. Mais ces boîtes-là vont chercher peut-être 10 subventions par année. Ils ont peut-être 400 000 de chiffre d'affaires qui viennent des subventions de projet. Et leur expertise à l'interne est rendue tellement forte qu'ils sont en mesure de connaître un meilleur taux de succès. Ça fait que si on dit 1 sur 3,
Là, ils écrivent 3 demandes. Les 25, ils en ont 8. C'est quand même 8 projets. Là, il faut que tu embauches des gens de mise en œuvre. La boîte est en croissance. Puis moi, la croissance des organismes, je sais que c'est difficile. J'ai une petite PME, une personne maintenant, mais j'ai déjà eu une compagnie avec 10 employés quand j'étais plus jeune et que j'avais plus d'énergie. Et les périodes de croissance sont difficiles. Mais la croissance nous permet d'actualiser notre mission puis rejoindre plus de gens. Donc, chaque groupe, comme je disais, votre situation actuelle, votre mission, la perception de vos membres de CA, votre perception de la capacité organisationnelle actuelle, comment vous la projetez ou comment aigus sont les besoins des gens dans votre communauté au niveau de vos services. C'est tous des éléments que vous pouvez trier en fonction de définir vos besoins en financement gouvernemental. J'espère que ça aide. J'ai trop Ben, parlé. Il y a sûrement une autre non, question. non, Vas-y, Chantal. ça aide. On t'entend plus, Chantal. Tu es en train de parler, mais tu es en sourdine. C'est un moment. OK. C'est parce que j'ai été remis en. Ah. Donc, je disais non, finalement, on a peut-être lâché prise un peu rapidement, mais en même temps, en revanche, puis t'écouter parler, je me dis, ben, puis d'entendre parler de ces gros organismes-là, c'est une job en soi. C'est un travail en soi, dans le fond. Puis je veux dire, c'est pas parce que tu arrives à la direction d'un organisme que tu as ça, que c'est inné là, d'écrire des demandes de subvention. Fait qu'il y a de l'apprentissage à faire de ce côté-là, mais et peut-être que c'est pas évident. Mais en tout cas, merci. On s'essaiera encore. Merci, c'est rassurant. On continue avec d'autres questions. Parlez-nous de vos besoins, votre perception. La lecture que fait Chantal de la situation pour son organisme, elle est très juste, elle est très limpide. Donc, je vous encourage à partager la vôtre. Sylvie? Petite parenthèse, excuse-moi, Sylvie. Chantal, si vous réessayez, ben, cette fois-ci, vous allez avoir de l'appui peut-être plus soutenu de la part de quelqu'un comme Luc qui va être là pour vous appuyer. Alors, donc, Et c'est peut-être tellement apprécié. c'est bon, Sylvie. Merci. Oui, moi j'ai différents commentaires. Ben, de un, moi j'apprécie que vous allez faire un premier screening parce que c'est ça que moi je trouve de lourd. J'ai pas le temps là, de vérifier tout le financement qui est disponible, puis où est-ce que le centre Moi j'apprends se situe dans toutes les propositions de financement. J'ai vraiment pas le temps de faire ça. Fait que moi, je suis heureuse d'entendre que la COFA et toi, Luc, vous allez faire ce premier screening-là. Fait que je suis contente de ça. De deux, moi, quand je fais des demandes de financement, je regarde toujours le montant que je vais chercher versus les rapports que je dois faire et ces choses-là. Parce que je me suis fait prise dans le panneau où ce que je suis allée chercher un 25 000 par année pour un projet spécifique. Puis j'ai mis tellement de temps à préparer des rapports à tous les 3 mois, les rapports budgétaires à tous les mois. Je me suis dit, j'aurais dû prendre 25 000 de mon portefeuille puis le mettre là, dans ce projet-là. Je trouvais ça très exigeant. Fait à ce temps, je fais attention, comme c'est quoi le montant que je vais chercher versus le temps que, au niveau de la gestion et mon personnel aussi doit mettre dans ce dossier-là. Et troisièmement, moi, souvent, comme si tu me demandes c'est quoi les besoins, j'ai de la difficulté à identifier ça parce que moi, je pense à l'envers. Je regarde qu'est-ce que je peux aller chercher et je vais adapter un projet de dire, ah oui, je pourrais peut-être développer ça dans cette possibilité de financement-là. Fait que moi, je pense le contraire. Je n'ai pas un projet, puis je regarde qu'est-ce que je peux aller voir. C'est qu'est-ce que je peux aller chercher comme financement, puis comment je peux m'adapter et offrir quelque chose dans cette enveloppe budgétaire-là. Voilà. Merci beaucoup pour les 3 points. Je réagis sur le deuxième. Le triage, c'est prévu. Le deuxième, en termes de l'effort requis, oui, il y a l'effort pour monter le dossier. C'est un point complémentaire que tu soulèves. On va nommer des noms. Le PAFO en Ontario, c'est un enveloppe de 2 millions, on peut aller chercher 50 000 mais il faut être habile dans la gestion financière et la gestion des rapports par la suite. Et c'est plus onéreux que d'autres programmes. Fait que moi, je tiens compte de tous ces facteurs-là. Et là, j'embarque sur le troisième élément que Sylvie soulevait. Selon moi, la meilleure pratique,
Et puis, ça peut être juste un sondage des apprenants, une perception du CA de quels sont les besoins dans la communauté, mais je pars des besoins, je crée des descriptifs d'une phrase de projet. Quand ça devient excitant, on développe une page d'explication. On crée des fiches comme ça pour avoir 3-4 atouts dans nos mains. Et là, on magasine les bailleurs de fonds que Luc va avoir recommandés en fonction de nos atouts déjà dans nos mains, OK, il faudrait vraiment faire de la formation de tel niveau pour tel type d'apprenant. Quand on est plus précis au niveau de savoir les besoins, on peut faire ce que moi, je recommande fortement, la sélection des programmes. Si vous en faites 3 par année, puis il y en a 200, hein, vous devez sélectionner les 3 meilleurs. Il y a toutes sortes de variables. Je peux vous aider à comprendre l'effort, comment fin qu'ils sont. Est-ce qu'ils donnent tout le montant ou pantoute, ou ils donnent 3/4 puis ils disent fallait pareil puis ils livrent tous les résultats. Moi, je connais le rouage. Donc, je peux vous aider à les sélectionner. Fait que moi, ce que je prône, c'est comme pour Sylvie, si elle avait 3-4 atouts dans sa main et que le courriel qu'elle n'a probablement pas le temps de lire, le mien, il serait plus court, puis il y aurait 2-3 suggestions. Elle pourrait faire Ah, ça, j'explore ça plus loin. Ah, ça, je laisse tomber mois prochain. Euh, donc, c'est peut-être des pistes d'action qui peuvent aider. Mais pour moi, euh, on pourrait en écrire tous les organismes autour de la table. On pourrait se dire on va en faire 5 chacune dans la première année, mais on aurait un taux d'échec probablement assez gros. J'aime beaucoup plus qu'on sélectionne ce qui est réaliste pour chaque organisme, les projets qui vous motivent, les programmes qui sont faciles d'accès pour commencer. Il y a des programmes où on peut aller chercher 25 000 avec la moitié, c'est un salaire, donc 25 $ de l'heure, une personne 2 jours semaine pour un an. La plupart des projets, on ne peut pas les réaliser avec les ressources qu'on a déjà. Il faut être capable d'aller chercher un peu de ressources humaines. Trillium, c'est plus dur à rentrer, mais eux acceptent le principe que tout projet a besoin d'un employé à temps plein pour le livrer. C'est quand même intéressant. Mais il faut, avant de vraiment bâtir un dossier Trillium, il faut être confiant qu'on est en mesure de le faire. Donc, peut-être qu'on fait une première demande de 25 000 pour un projet à une personne 2 jours semaine. Pendant 6 mois, on livre le projet, on bâtit notre confiance. Et l'année d'après, on fait une demande de 75 000 à Trillium pour un projet plus gros. C'est vraiment selon le rythme. Si vous n'avez déjà eu 2 en plus de ce que vous faites comme fonctionnement actuel, puis vous voulez en faire 4 demandes de plus, ça aussi, c'est faisable, basé sur où vous êtes rendu comme capacité. Donc, vraiment en fonction de vos besoins, encore une fois. Mais je prends bonne note de tes 3 points, Sylvie. Quelqu'un d'autre aimerait se... Est-ce qu'il y a des gens qui parlent mais qui sont en sourdine? Je vois pas de main levée. Est-ce que ça correspond à vos besoins? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir utiliser ce service qu'on met à votre disposition ou si on vise à côté de la plaque? Oui, oui, oui et oui. Oui, OK. C'est sûr qu'il y en a d'entre vous ce service-là vous sera peut-être moins utile parce que vous êtes habile dans ce genre de tâches, mais on sait que pour la plupart d'entre nous, c'est toujours super exigeant de faire ces demandes et puis c'est fun d'avoir de l'appui. Puis comme dit Luc, il est là si vous, tu sais, je veux dire, vous pouvez utiliser certains aspects de son service, c'est-à-dire que si vous êtes à l'aise développer la demande, vous pouvez la faire réviser par Luc. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, peut-être qu'il ne vous conseillera pas dans le développement de la demande dès le départ, si ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse, puis vous êtes à l'aise de commencer, mais il peut peut-être réviser la demande et puis vous fournir des conseils à ce moment. Je ne sais pas, pendant que vous réfléchissez, nous, on va sûrement vous envoyer un sondage. Hein, Luc, on parlait de faire un petit sondage. C'est là que tu t'en allais. Tu Fait que, devinais ma prochaine diapo, excellent. vas-y donc. Donc, la COFA va préparer, je vais appuyer la préparation de ce sondage-là. Ça va être relativement court, pas trop onéreux, mais ça va être des questions pour nous aider à bien comprendre vos besoins en matière d'appui pour le financement gouvernemental.
Il va y avoir quelques critères de sélection pour prioriser les dossiers qui ont le plus de besoins. On a un budget d'heures pour le projet pilote, mais on va quand même choisir des organismes qui font preuve de volonté de s'investir dans le processus parce que l'accompagnement dépend de vos efforts. Et là, le service d'accompagnement appui va être livré à l'organisme. On va probablement, en plus de l'information, rajouter peut-être des composantes de groupe selon ce que vous nous dites dans votre énoncé de besoin. Donc, c'est un petit peu la prochaine étape pour nous. On a décidé de faire cette rencontre-ci pour vous consulter, vous expliquer la démarche qui demeure un projet pilote. Dans ce sens-là, ça a l'avantage d'être complètement maniable et flexible. On peut, si vous voulez une autre façon de faire, on peut le considérer, comme Sylvie disait tantôt au niveau de coordonnées. C'est peut-être à chaque fois qu'il y a un programme provincial qui est annoncé et qui est pertinent pour le FB, il y a peut-être une petite rencontre de 30 minutes où j'explique le programme pendant 10, on répond à des questions et les groupes qui s'intéressent à poursuivre, peut-être créer un chat ou un courriel avec 3-4 entités, puis là, vous continuez avec moi en copie à échanger, je vous donne des éléments. C'est peut-être aussi simple que ça, la coordination dont Sylvie parlait. Et là, si d'autres deviennent intéressés, on les rentre dans la discussion spécifique. Tu sais, le courriel, ça s'appellerait demande à AFB PAFO, par exemple, 24. Et là, on utilise tout simplement ce suivi courriel-là pour partager. Si moi, je trouve un autre élément de critère qui est annoncé que je n'avais pas vu, là, je le mets là-dedans. Tu sais, où j'entends parler que le ministère cherche beaucoup, beaucoup des projets de formation. Ah, OK, ben, c'est encourageant. Ou ils ont mis à jour leurs critères et puis ils ont enlevé la ligne formation des dépenses admissibles. C'est ce qu'on voulait faire, ben, on stoppe les travaux. Des fois, ça arrive, ça. Donc, c'est un exemple. Donc, c'est vraiment la démarche qu'on vous propose. On est à ce stade-là. Le sondage, suite à cette rencontre-ci et vos commentaires, on va le bâtir et le distribuer. On va aussi l'analyser en fonction du référentiel puis des compétences. C'est vraiment tout ce que moi je fais dans ce projet pilote-ci avec la COFA, c'est pour vous et ça s'inscrit dans cette démarche-là de renforcement des organismes. Voilà, Donc, il y a une allez-y. question, oui, Dans dans le le chat, oui, c'est Louise qui dit quel conseil donneriez-vous à un groupe qui n'a jamais osé présenter une demande de financement autre que la demande officielle du ministère? ma suggestion, ça serait de faire demande pour le service d'accompagnement et on travaillerait ensemble à déterminer votre situation actuelle, les projets que vous envisagez. On irait avec probablement plus de sessions de travail pour arriver à choisir un projet et ensuite choisir un programme. Et moi, je m'efforcerais de vous suggérer un programme qui est plus facile que la norme. Donc, un genre de premier programme pour faire ses armes, bâtir votre confiance, augmenter vos chances de succès. Et là, ensuite, espérément aller chercher l'argent, le livrer, puis là, l'année d'après, en faire peut-être 2 demandes. Donc, ça peut être aussi simple que cela, comme ça peut être un groupe qui n'a peut-être jamais fait, mais ils veulent en faire 3 dans la prochaine année parce qu'ils se sentent plus d'attaques ou ils ont une trésorière qui est motivée. Tout est possible, mais ça serait l'approche que je proposerais, Louise. Moi, je voudrais en profiter peut-être parce que justement, on parle de financement là, de personnes qui n'auraient jamais fait de demande de financement autre qu'au ministère. Puis en profiter, je sais que Donald Durette, tu es en voiture. Je ne sais pas si tu es en mesure de parler, mais peut-être de parler un petit peu du lien de cette initiative-là avec le référentiel que toi, Lydienne et plusieurs autres du réseau de la COFA sont en train de développer. Je ne sais pas si. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. C'est dans le référentiel, en fait, on essaie d'identifier les compétences essentielles pour être surtout dans le rôle de gestion, un bon gestionnaire de programme AFB. Puis, comme vous le savez, ceux qui sont familiers, il y a différentes fonctions dans le référentiel, entre autres gestion des ressources humaines, gestion des ressources matérielles et relations avec la communauté, relations avec les partenaires. Fait que
c'est toutes sortes de compétences qu'on essaie de définir pour bien illustrer toutes les compétences que les gestionnaires ont développées au cours des années puis doivent développer aussi pour le futur. Donc, toute la question peut-être de gérer la pérennité puis la croissance des programmes AFB dans le contexte d'aujourd'hui puis de ce qui s'en vient. Il y a sûrement des nouvelles compétences à ajouter là-dedans. Fait que peut-être que le travail avec Luc va nous permettre d'enrichir encore plus le référentiel, d'une part. Aussi, ce que je trouve intéressant dans la démarche avec Luc, c'est que je pense que dans le futur, si on veut pas être esclave du financement unique du ministère ou dépendre seulement que d'un bailleur de fonds, puis on veut être plus pérenne, puis avoir une plus grande diversité de financement, il y a des opportunités peut-être qui se présentent en termes d'élargir notre champ de compétences, c'est-à-dire ajouter des nouvelles compétences à développer qui avant n'étaient pas finançables, puis qu'aujourd'hui deviennent peut-être finançables. On peut penser à des compétences génériques, des compétences techniques aussi. Aussi penser à des clientèles qui intéressaient moins le ministère actuel, mais qui pourraient intéresser d'autres bailleurs de fonds. Tu sais. Puis on peut peut-être consulter Luc là-dessus. Si moi, je veux travailler avec des parents, par exemple, puis je veux favoriser la réussite scolaire des enfants via les parents, je veux développer des compétences génériques et parentales. Est-ce qu'il y a des organismes de financement qui seraient intéressés à nous financer? Est-ce que je pourrais aussi trouver des partenaires pour travailler là-dessus? Donc, élargir les types de compétences qu'on veut développer puis élargir les clientèles qu'on veut travailler avec. Je pense que ça devient intéressant de jaser avec Luc et avec les différents les gens dans le réseau pour réfléchir, penser en dehors de la boîte en termes d'aller chercher des ressources pour agir de façon plus large et aussi en partenariat communautaire, local ou provincial. En tout cas, ça lance à toutes sortes de pistes que je trouve super intéressantes. Puis avec l'apport de l'expertise de Luc et que les gens se mettent à réfléchir dans ce sens-là, je pense qu'il y a possibilité de faire des projets intéressants. Merci, Donald. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires, soit pour Luc, soit pour moi, soit pour Donald, ou des commentaires que vous voulez faire avant qu'on se quitte. Moi, je vais tout simplement rebondir sur ce que Donald soulevait aussi en rajoutant un autre point. Quand on va considérer des dossiers, des programmes, tout ça, les membres qui ont une portée régionale, locale, vont vouloir les considérer. Il y a peut-être certains cas où vous allez tous être d'accord ou toutes être d'accord pour dire « Ah, ça a vraiment une portée provinciale sur tout le monde. Donc, peut-être que la COFA pourrait demander celle-là ou considérer. » La COFA a été proactive par le passé dans des appels d'offres, entre autres de Emploi Développement Social Canada. Donc, il y a peut-être des choses où vous allez déterminer que c'est peut-être au national, au RESDAC ou à la COFA de faire du travail aussi. Donc, je voulais juste rajouter cet élément-là et souligner le fait que l'intervention que nous, on va faire ensemble s'inscrit dans le référentiel, mais les ressources que ça va vous aider à générer pourraient être, entre autres, pour le renforcement des autres capacités, parce qu'il y a des programmes parfois qui financent du renforcement de capacité. Donc, accomplir le référentiel global et vous sentir en pleine possession de vos moyens dans la gestion de votre organisme, c'est peut-être là aussi un projet de financement. Donc, je m'arrête là, parce que je pourrais décoller par parler longtemps. Avant qu'on conclue, j'aurai quelques autres diapos. Donc, si vous me permettez, je vais y aller avec celle-là. Pour donner un petit peu de saveur à la discussion, un peu de saveur concrète, je voulais vous présenter quelques programmes à considérer qui, selon moi, méritent une considération de la part des gestionnaires de l'AFB. Donc, j'ai 2 programmes. Le premier, normalement, la tombée, c'est à l'entour du 15 avril. Des fois, il est publié un petit peu plus tôt. C'est un programme du ministère des Aînés de l'Ontario. Donc, programme bilingue ciblant les organismes communautaires de l'Ontario. Non seulement les groupes d'aînés, non seulement les groupes incorporés. Un club d'aînés à 3 personnes peut faire une demande pour 1 000 $. Ils doivent être cautionnaires du montant, mais les organismes peuvent demander jusqu'à 25.
l'essentiel de l'objectif, c'est de soutenir l'autonomie des aînés. C'est le programme dont je vous parlais tantôt qui accepte que la moitié de la somme soit pour des salaires. Il peut y avoir des dépenses directes d'activités, d'ateliers, de démarches, mais au moins ils payent la moitié de leur subvention en salaire. Il faut avoir des activités à leur proposer. Il faut que ça cadre avec votre mission puis votre programmation. Mais le programme a des priorités. J'arrête le partage, je recommence le partage pour vous montrer très rapidement. Et là, on est en train de faire de la co-analyse de critères déjà. Donc, renseignements aux organismes, subventions. Voilà ici, je commence à le regarder. Est-ce que des gens dans votre communauté que vous desservez ou voulez desservir ont des besoins de vivre de façon autonome, vivre en sûreté, sécurité, garder contact avec leur collectivité, éviter l'isolement, atteindre une plus grande sécurité financière et des meilleurs liens sociaux? La sécurité financière, c'est peut-être comprendre les rouages des formulaires, du Dental Trillium, toutes ces affaires-là, et vous bâtissez leur littératie financière avec cela. Il y a peut-être un projet là pour peut-être 10, 20, 30 aînés dans votre collectivité qui renforcerait leur littératie financière en ayant une personne à 2 jours semaine qui démystifierait les outils de subvention pour les aînés ou les services que la province offre et en ferait la promotion dans des ateliers de sensibilisation auprès des clubs d'aînés, auprès des foyers de soins de longue durée pour les francophones. Donc, j'invente là. Mais si c'est un besoin dans votre communauté, puis vous voyez, il y a peut-être quelque chose à faire là, c'est peut-être un programme à considérer. Il y a des organismes un peu partout en Ontario français qui reçoivent des fonds, un 25 000 à chaque année. Il faut évidemment bien éplucher les lignes directrices, quelque chose que je peux faire avec vous. Il y a un portail qui s'appelle il s'appelle maintenant Mon compte Ontario, ça s'appelait Subvention Ontario. C'est un portail qui peut être un peu difficile au niveau de la manipulation du portail Internet. Là, il y a un besoin d'accompagnement sûrement, mais c'est peut-être une première demande parce qu'il y a une bonne quinzaine, vingtaine de questions qu'on peut travailler ensemble si vous avez un projet qui cadre et qui desservirait les aînés. Fait que c'est un exemple d'un premier programme qui pourrait être d'intérêt. Donc, dans les prochaines semaines et mois, moi, je vais suivre le dossier. Si il est... excusez, là, je cherche mes diapos, là, puis je ne les trouve pas. Parfait. OK. Je repartage. À nouveau, j'essaye à nouveau. Bon, voilà. Si les priorités ressemblent un peu à des choses que vous avez dans votre organisme ou dans votre mission ou dont vos bénévoles vous parlent comme un besoin, à considérer peut-être. L'autre, c'est le mouvement des caisses. Dans le Nord, c'est l'Alliance. Vous savez sûrement si votre caisse est membre de l'Alliance ou membre de la Fédé. Si vous êtes sociétaire de la caisse comme organisme, encore mieux. Ce n'est pas exclu, par contre, d'explorer les 2 sites web qui sont ici. Ils subventionnent, mais c'est aussi, ils appellent ça parfois de la commandite. Ça peut être pour un projet spécifique que vous avez pour lequel vous n'avez pas de sous et vous avez besoin de faire le projet. Ils vont être dans le 10 à 25 000 normalement. La démarche, explorons l'alliance, par exemple. J'arrête le partage, je recommence le partage. On est ici pour les caisses dans le Nipissing, Témiscamingue, le Grand Nord. Donc, les caisses qui sont membres de l'Alliance, ils ont des fonds communautaires. Donc, participer à la réalisation de projets structurants ayant un impact communautaire positif à long terme pour un maximum de personnes. Donc, c'est pour des groupes, des associations, projets communautaires. Fait que si, disons que vous avez un projet, vous voulez former 25 nouveaux formateurs bénévoles. Vous savez qu'il y a un effet multiplicateur à cela. Si vous réussissez à recruter 25 personnes, les former et qu'eux ensuite puissent offrir des formations dans la communauté, peut-être vous demandez 12 000 à l'Alliance pour
faire ce travail-là. Donc, ils ont un guide du demandeur, ils ont un formulaire de demande en ligne. C'est essentiellement comme remplir un sondage. Veuillez décrire le projet. Chantal va vouloir savoir combien de mots a-t-on. C'est peut-être trop court. Les détails financiers, combien qu'on demande, est-ce qu'il y a d'autres coûts? On a-tu déjà demandé? La date, la durée, combien de personnes pourraient en bénéficier? Donc, 25, s'ils forment tous 10 personnes, c'est 250 personnes qui peuvent en bénéficier. Qui est-ce qu'on cible? Y a-t-il des restrictions? Si vous ne chargez pas, il n'y a pas de restrictions pour les ateliers. C'est quoi les avantages pour la communauté? On présente qui vous êtes, vous expliquez comment vous allez reconnaître la caisse dans le projet. Et puis là, vous pouvez rajouter un fichier normalement, peut-être vos états financiers. Donc, c'est un exemple que je vous montre d'une autre place où on peut demander des fonds. Celui-là, il a l'avantage d'être continu, c'est-à-dire on peut approcher le ministère quand on veut et on n'a pas besoin d'attendre le 8 avril de chaque année, par exemple, pour faire la demande. Donc, ces deux exemples, je vous présente ça un peu comme un bouquet de possibilités pour vous permettre de continuer à activer vos méninges et puis songer à la question du financement gouvernemental. Il y a des ressources qui sont disponibles. Là, c'est le moment où je vous donne dans le chat le lien si vous voulez à ce moment ici l'infolette de l'AFO, le lien que je vais vous partager tout de suite dans le chat vous permet, et je vais tout simplement le partager à nouveau, d'accéder à ce site-ci. Et puis, donc, petit formulaire, l'infolette Occasion de financement, chaque 2 jeudis. Vous donne des nouvelles sur les subventions. Il y a aussi chaque vendredi un infolette sur les nouvelles de la francophonie ontarienne, optionnel aussi. Donc, c'est une façon de rester au courant avec cette infolettre-là de l'ensemble des programmes. Mais comme on disait, on va vous faire des suggestions en fonction de la AFP. L'autre, Une infolette pour la COFA. c'est ça. L'autre élément que je vais vous partager tout de suite, c'est mon dossier de ressources gratuites. J'arrête le partage, je recommence le partage. Dans ce dossier Google Drive que je tiens à jour, je mets le lien dans le chat. Luc, on ne le voit pas vraiment bien, hein? Il est en très petit. Excellent. Merci de la rétroaction. Allons-y. J'ai là-dedans un outil de triage d'idées, un outil d'analyse de l'admissibilité du programme en fonction des objectifs, un résumé de projet. On parlait d'à peu près une page. J'ai ici un gabarit avec titre, organisme, description, mise en contexte, résultats, activités, des grandes lignes du budget. J'ai également un exemple de résumé de projet que vous pouvez consulter pour avoir une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. Donc, c'est des ressources. J'ai une série de diapos de différentes formations que j'ai offertes, un modèle d'appui, un gabarit d'entente de partenariat. Donc, c'est essentiellement des ressources gratuites pour vous éviter de réinventer la roue. Donc, ça fait partie de l'offre que je fais lorsque je travaille avec les groupes. Je promouvois tous ces types d'outils-là pour que vous soyez en mesure essentiellement de bien travailler avec des ressources communes qui sont à la disposition de l'ensemble de l'Ontario français. Je les promouvois évidemment dans le cadre de notre travail conjoint. Donc, je partage à nouveau, je retourne. Et il y a le service Demande à Luc. Je vais vous mettre mon courriel dans le chat. Dans ce cas ici, c'est disponible à tout le réseau de la COFA, tous les organismes. Si vous connaissez d'autres gens qui veulent m'écrire, je réponds à des questions sur le financement gouvernemental, normalement dans 2 jours. Dans le cadre du mentorat accompagnement ici, je vais vous donner des réponses prioritaires, peut-être dans 1 heure ou 2, à moins que j'anime une formation.
dans ce cas-là, une demi-journée. Mais c'est des ressources qu'on inclut dans le projet pilote. Donc, ça m'amène à la conclusion. Remplir la mission de l'organisme, aider les gens à cheminer dans le domaine de la formation de base, c'est vraiment un labor of love, comme on dirait à Sturgeon. Je vous encourage à poursuivre votre mission, mais dans cet élément-là de continuer à être audacieux dans votre renforcement de compétences, mais également dans la mise en œuvre de votre mission, puis la mise en place de nouvelles ressources. Allez-y, Linda. Oui, j'avais une question que j'ai pensée à retardement, mais je voulais savoir, dans les demandes de financement, il faut toujours inclure, je pense, nos états financiers. Est-ce que ça a une influence d'avoir des états financiers soit déficit, soit bénéfiques? Excellente question. C'est une question du pourcentage de déficit et de l'explication du déficit. Il y a des choses comme la COVID qui sont arrivées qui ont créé des déficits dans certains organismes. Si votre boîte va relativement bien, puis il y a un déficit une année, alors que les 3 années précédentes étaient correctes et que le déficit ne menace pas la survie de l'organisme, normalement, on peut l'expliquer et le mettre en contexte. Et les bailleurs de fonds vont peut-être trouver votre dossier un petit peu plus risqué que les autres, mais dépendant du bailleur de fonds, je peux vous conseiller sur ça, ça rentre dans la décision de soumettre ou non. L'autre élément qui a un rapport à ça, les gens souvent se posent la question, moi, je n'ai pas des états financiers vérifiés par une firme comptable comme Grant Thornton ou des vérificateurs externes. Il y a des bailleurs de fonds qui exigent ces états financiers vérifiés-là, normalement parce qu'ils donnent des plus gros montants. Souvent, les petits montants de 25, 50 000, 10 000, ils n'exigent pas des états vérifiés. Donc, si vous faites votre propre tenue de livre et que votre trésorier signe les états financiers, c'est voté par votre AGA, c'est accepté, vous avez une bonne gestion financière. Il y a des programmes où on n'a pas besoin d'annexer des états financiers, où on peut annexer nos états internes comme ça, et c'est suffisant pour leur analyse. Ça aussi, évidemment, ça rentre dans la sélection des programmes. Si vous n'avez pas des états financiers, puis c'est une exigence, c'est relativement facile de dire, ah, on va attendre peut-être à plus tard pour ce programme-là. Peut-être en 26 ou en 27, on fera demande quand on aura plus de ressources. Parce que faire vérifier des livres, ça coûte n'importe où entre 3 et 12 000 $, donc il faut avoir les sous. Si la province ne vous l'exige pas et que là, un autre bailleur de fonds vous l'exige, il faut presque être capable d'avoir les sous de ce projet-là pour couvrir cette nouvelle dépense-là. Continuez, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas et merci, Linda. Non, mais je n'ai pas de réponse pour si c'était un surplus budgétaire que dans nos états financiers. Il manque ce côté-là. OK. Les surplus, les organismes ont le droit de prévoir, ça s'appelle des réserves pour éventualité là, dans le langage technique. Tout comme un bon budget familial, on a dans un compte de banque assez d'argent pour couvrir 2-3 mois si jamais on perd notre emploi. Les organismes ont le droit d'avoir la même approche et d'accumuler des sommes et de faire des surplus. D'habitude, c'est vu par les bailleurs de fonds comme un signe de santé financière plutôt qu'un élément où on pénalise le groupe. Si vous faites un surplus qui est plus gros que votre chiffre d'affaires annuel, les gens vont dire, ah, mais comment ça se fait qu'ils ont toujours eu 50 000, puis ils étaient équilibrés, puis là, ils ont fait 100 000, ils vont vouloir comprendre, mais c'est peut-être un nouveau projet, c'est peut-être un nouveau service payant qui a marché. Si vous avez lancé un café, librairie, Internet, et puis que ça a généré 30 000 de surplus, bien là, vous pouvez l'expliquer dans votre rapport annuel. J'espère que c'est utile, Linda. Oui, merci. Il y a une question dans le chat ou un commentaire plutôt de Denis Mallette qui dit merci pour la session, très bien. Ceci dit, je trouve que c'est triste que les programmes de littératie doivent faire des demandes supplémentaires pour survivre. Moi, si je peux me permettre, Luc, juste un petit commentaire avant de te passer la parole là-dessus. Pour moi, le but d'aller chercher du financement de sources différentes, c'est vraiment pas de pallier à votre réalité financière. En ce moment, c'est là qu'on est, c'est notre réalité. Mais le but, avec aussi la démarche qu'on veut faire auprès du gouvernement à compter de février, ben, c'est d'amener des revenus de base
qui ont de l'allure, qui vous permettent d'opérer. Ensuite, pour le financement additionnel, ben, c'est pour vous permettre d'aller peut-être chercher des partenariats, de répondre à des clientèles dans vos communautés qui ne sont pas nécessairement couvertes par le financement du ministère, mais qui pourraient bénéficier des services de l'AFB. Alors, c'est ça. Je peux dire là-dessus. Luc, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, je pense qu'il y a deux grandes questions ici. Il y a l'équité pour offrir un service de qualité dans la communauté. Puis ça, c'est une question pour le ministère ontarien qui vous finance. À l'extérieur de cette relation de travail-là, et je suis d'accord avec Denis que les fonds sont insuffisants. Il y a du lobbying, de la démarche à faire de ce côté-là. Mais à l'extérieur de ça, pour continuer à actualiser la mission dans d'autres créneaux, d'abord que c'est fidèle à qui vous êtes et les gens que vous voulez desservir. Ce que je propose d'accompagner, c'est des démarches qui vont générer d'autres ressources. Et en passant, quand il y a un bailleur de fonds récurrent, mon expérience en Ontario français, c'est que les ministères ne sont pas récalcitrants à ce que l'organisme diversifie son financement envers d'autres programmes à projet ou envers d'autres revenus autonomes comme un café Internet ou l'offre de formation linguistique à un ministère à Sault-Sainte-Marie qui n'a aucune autre façon de donner de la formation locale. Les bailleurs de fonds principaux, souvent patrimoine, les ministères ontariens, sont encouragés par le progrès de l'organisme, la taille de l'organisme lorsque votre chiffre d'affaires grandit. Ils voient que votre capacité d'impacter la communauté est plus forte et normalement, ils voient ça d'un bon œil. Si jamais vous entendez le contraire, ça vaut la peine d'en parler à Gabriel. D'autres commentaires, questions? Parmi les gens qui ont parlé le plus souvent, est-ce que quelqu'un aimerait nous donner le mot de la fin? Ben, moi, je pensais peut-être aussi, on a notre président de la COFA qui est avec nous aujourd'hui, Renaud Saint-Cyr. Peut-être qu'il y a un mot de la fin pour nous ou tu voudrais comme émettre un commentaire. On va le faire parler. Je ne sais pas s'il est toujours présent. Oui, pardon, je ne suis pas au bureau tout de suite. Est-ce que vous m'entendez? Oui, OK, parfait. Écoutez, je trouve ça excessivement encourageant. Je veux juste remercier tout le monde. J'ai vraiment pas beaucoup d'autres que je pourrais mettre effectivement dans la conversation tout de suite, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Merci. merci Renaud. OK, ben, je crois que ça met fin à notre rencontre. Il est 14h40. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions, moi, je voudrais remercier d'abord Luc. Oui, moi, Chantal. Écoute, Luc, tu nous as promis de nous mettre ton adresse courriel dans le chat. Est-ce que tu l'as mis ou je ne l'ai pas vu? Ah, ben là, il s'affaire à faire ça, là. Merci. Merci, Chantal. Ah, tu vas être rappelé à l'ordre, Luc. On va te tenir en haleine, là, je te jure. On va te tenir à aller plus tôt. Alors, écoutez, merci beaucoup. Merci, Luc, de ta générosité puis de ton expertise. Merci à Donald aussi. Et puis, merci à vous tous qui avez participé à cette rencontre. Puis, c'est comme vous savez, c'est un projet pilote, comme le dit Luc. Alors, en cours de route, on va accueillir favorablement tous vos commentaires pour développer une approche qui répond à vos besoins. Alors, voilà, juste là-dessus, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. La prochaine communauté de partage aura lieu le 31 janvier. Donc, on va parler des badges numériques de la COFA. Ah oui. Donc, soyez présents. C'est super. Merci Yasmine. Merci à l'équipe derrière qui fait tout le travail. Merci. Au revoir. Bye. Bonne journée tout le monde.